Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier, c'est la Saint-Guillaume, et comme c'est la Saint-Guillaume, je fais ce qu'il me plaît. Et je fais quoi? Eh bien, je range des livres, septième vidéo de la série, je range mon bureau en l'occurrence. Petit changement de programme un petit peu, la dernière vidéo avant-hier c'était un peu particulier, ça s'appelle Je range pas mes POL, et on voyait comment je refaisais l'état préalablement au rangement de, à un nouveau tri, un nouveau classement plus harmonieux, plus clair mais en étagère de POL. Et alors j'ai pas encore fait le film dans lequel je vais vous montrer, ou je pourrais vous montrer l'étagère nouvellement rangée, mais c'est bien mieux rangé maintenant, c'est sur deux rangées, ça a l'air bordélique, mais en fait c'est vachement bien. Donc je vous montrerai ça plus tard, une autre fois. Aujourd'hui on revient aux vidéos traditionnelles, en quelque sorte, et donc la septième de son genre, je range mon bureau. Alors ce qui est un peu nouveau, c'est tout d'abord que je ne suis pas à mon bureau stricto sensu, je suis dans la pièce, mais je suis dans le bureau d'en face, celui de mon épouse en fait, plus exactement. Et puis après m'être acquitté de mes 1200 copies de première année, j'ai récupéré hier et aujourd'hui pas moins de 180 copies de troisième année qu'il va falloir que je corrige pour la fin de la semaine prochaine. Comme je n'ai pas le courage et j'ai pas envie de m'y mettre maintenant, eh bien je vais m'y mettre demain, je remets à demain. Et donc quoi de mieux pour se donner bonne conscience que de faire une vidéo dans laquelle on a l'impression de faire quelque chose. J'ai pour l'occasion, et ça fait déjà 1 minute 39 que je parle pour ne rien dire, ce qui est quand même certes assez habituel avec moi, mais néanmoins, j'ai pour l'occasion, et pour continuer à parler pour ne rien dire et à ne pas parler de livres, continuer à poursuivre ce gigantesque et pénible préambule qui fait que les rares personnes qui s'égarent déjà sur ces vidéos sont déjà carapatées à toute vitesse, j'arbore ce bizarre vêtement qui nous a été donné par mon employeur, par mon université, il y a de cela quelques années, lors d'un salon des lycéens. Alors le salon des lycéens a lieu habituellement au mois de janvier, ça va revenir la semaine prochaine, et j'y serai au salon de Roche-Pinard à Tours, ça ne s'invente pas, par des expositions, et donc on nous avait donné ces espèces de tenues sans manches qui font plus déménageurs qu'universitaires et pour lesquels j'ai toujours eu une petite réticence à les porter. Alors ça m'arrive assez régulièrement en revanche de les porter quand je suis chez moi. Je suis rentré tout à l'heure à la fac, j'étais en costume, cravate, tout ce qu'il fallait, et comme j'avais pas envie de rester comme ça, je me suis remis en jean, t-shirt crado, enfin pas crado, mais pas en bon état, propre mais pas en bon état. Et donc, voilà, pour me réchauffer, j'ai mis ce vêtement sans manches que j'ai dû une ou deux fois utiliser d'ailleurs pour les vidéos de traduction sans filet. Et comme c'est le début des soldes, il faut quand même que je parle fringue moi aussi, donc je parle de ce boléro, de ce truc sans manches, là je sais pas comment ça s'appelle, ce vêtement de déménageur, qui est griffé, et c'est pour ça que je me suis dit, ah ben non, aujourd'hui, je vais faire la vidéo avec ça. Pourquoi? Parce qu'il est griffé du logo de l'université, qui n'est déjà plus valable. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, le conseil d'administration de l'université a décidé que l'université ne devait plus s'appeler François Rabelais, parce qu'apparemment François Rabelais, ça n'est pas assez prestigieux, ça n'est pas connu à l'étranger, on croit rêver, et donc l'université ne s'appelle plus qu'Université de Tours. Bienvenue dans un monde morne, local, gris, oubliez l'humanisme, oubliez la figure tutélaire, au contraire mondialement connue et si importante, de l'humaniste à la fois médecin et écrivain. Exit François Rabelais, moi je fais cette vidéo avec ce vêtement un peu ridicule, mais sur lequel on trouve bien écrit, ouais c'est dessus, on va pas le voir, ouais, François Rabelais. Et il faut savoir qu'en tant que membre du personnel, en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire à l'université François Rabelais, je n'ai plus le droit d'utiliser ce nom, je n'ai plus le droit d'utiliser ce logo. Si jamais il m'arrivait de signer un mail université de mon nom suivi de Université François Rabelais, comme on le faisait jusqu'au mois de décembre, eh bien je serais dans l'illégalité et je pourrais avoir un blâme de mon administration, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, bienvenue dans le monde post-moderne, en l'occurrence. Et donc je dégoise depuis 4 minutes et demie et je n'ai pas commencé à vous parler de la pile des livres, lus récemment, ou moins récemment d'ailleurs, il y en a un ou deux qui s'étaient égarés à d'autres endroits du bureau et que je suis allé rapatrier. On va commencer du plus récent au plus ancien, et vous avez peut-être remarqué pour les plus fidèles de mes téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, pour les plus fidèles de mes suiveurs ici sur YouTube,
qu'il y a une chaîne, sur la chaîne Tanner 45, il y a une chaîne, je range mon bureau, et elle est pareil par ordre rétro-chronologique. J'ai fait ce choix-là. Et donc, eh bien c'est pareil, ici on va parler des 9, combien ouais, 9 livres qu'il y a sur cette pile, par ordre rétro-chronologique, du plus récemment fini, du plus récemment lu, au plus anciennement lu, avec une petite anicroche pour des questions de format. On en reparlera en temps utile. Et donc le plus récemment lu, c'est parti, c'est un livre qui dont le dépôt légal est de janvier 2018, et que j'ai acheté samedi dernier, à la librairie Le Livre, à Tours, comme toujours. Et puisqu'on parle beaucoup de POL en ce moment, eh bien c'est le dernier livre de Jean Rollin, Le Traqué kurde. C'est un livre que j'aurais acheté quand même, je veux dire, même si il n'y avait pas eu ce choc de la mort de POL. C'est un livre que j'aurais acheté quand même, parce que, outre que j'aime bien j'aime pas tout en fait, mais outre que j'aime bien, en général, les livres les plus récents de Jean Rollin, dès qu'on parle un petit peu d'ornithologie, je suis assez appâté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, bien, Le Traqué kurde de Jean Rollin, ça n'est pas un roman, c'est un récit dans lequel Jean Rollin raconte comment il est allé sur les traces du traqué kurde, et apparemment, si on doit en croire ce jeu autobiographique, et on l'espère, on le suppose, pas autofictionnel, Jean Rollin, pour aller sur les traces du traqué kurde, est allé dans des zones de guerre, aller au plus près en fait des combats, dans le Kurdistan irakien notamment, à la frontière syrienne, dans la Turquie juste avant la tentative de putsch et la mise en coupe réglée de l'opposition par Recep Tayyip Erdogan. Enfin voilà, donc dans tout ce contexte-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur la piste d'un traqué kurde, le point de départ du livre de Jean Rollin, c'est que il y a eu sur le Puy de Dôme en 2014, je crois, pardon, au printemps 2015, la première observation reconnue d'un traqué kurde en France. Il n'y avait jamais eu, on n'avait jamais vu de traqué kurde en France, comme son nom l'indique en partie. Le traqué kurde, son aire de nidification et son aire même global, et bien entendu n'inclut pas du tout la France ni l'Europe occidentale. Et donc voilà, donc c'est le point de départ du livre de Jean Rollin, et en s'intéressant au traqué kurde, en allant traquer le traqué kurde, le jeu de mots n'est pas présent dans le roman, mais dans le livre, pardon, mais on le devine, à savoir que c'est une traque, effectivement, donc il joue implicitement sur les mots, en traquant le traqué. Jean Rollin s'intéresse à toute la bibliographie du traqué kurde, il va dans les collections du British Museum, pour voir un petit peu un très grand nombre de spécimens de traqués kurdes qui ont été chassés par des ornithologues du 19e siècle et du 20e siècle. Et donc, en creux, à travers le traqué kurde, Jean Rollin dresse le portrait de grands ornithologues, ou d'ornithologues qui sont des figures problématiques, hein, Meinhard Sagen notamment, qui occupent, alors c'est amusant parce que Meinhard Sagen n'est pas mentionné dans la 4e de couverture, on ne parle que de St. John Philby, de Wilfrid Thesiger, de T.E. Lawrence d'Arabie dans une moindre mesure, mais en fait Meinhard Sagen est tout aussi important, voire plus important, que ces 3 personnages historiques. Et donc voilà, donc Jean Rollin brosse aussi le portrait de l'ornithologie et des ornithologues, jusqu'aux ornithologues très contemporains, actuels, qui ont notamment démonté les supercheries de Meinhard Sagen. Donc c'est tout autant une histoire d'enquête, d'histoire de faussaires, mais aussi d'espionnage et de contre-espionnage, puisqu'un nombre non négligeable de ces figures de l'ornithologie ont aussi plus ou moins trampouillé dans l'espionnage, ou bien entendu dans l'aventure coloniale jusque dans les années 50 en fait. Puis il y a le fils de St. John Philby en fait, qui était un agent double britanno-russe, qui a d'ailleurs fini les 25 dernières années de sa vie en Russie, parce que voilà, il s'était un petit peu grillé, ça s'était vu, qu'il travaillait finalement pour les soviétiques, et donc il n'avait pas trop d'intérêt à revenir à l'ouest, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est le traqué kurde de Jean Rollin qui se termine sur une pirouette un petit peu. Donc je l'ai terminé, je l'ai lu en fait dimanche et lundi. Donc ça, c'est la toute dernière lecture. Et donc, maintenant que j'en ai parlé dans cette vidéo, je rappelle le principe, je vais pouvoir le ranger. Et donc, dans les étagères POL fraîchement réaménagées. Également lu, en fait lu même plus récemment encore, je l'ai lu hier,
Ça faisait longtemps que je tournais autour. Sigismund Kristianowski, je ne sais jamais comment il faut le dire. Rue involontaire, c'est un recueil de petits textes que l'on avait cru perdu, enfin de Kristianowski, je ne sais jamais comment il faut dire, de Kristianowski, publié ou coédité par Verdier et par la librairie Le Livre à Tours. Et donc voilà, j'ai fini par l'acheter et j'ai pas regretté du tout parce que ce sont des textes très insolites. La première partie, ce sont des lettres qui sont envoyées par un personnage énigmatique. Je vais me désaltérer à la vôtre, c'est du légal, c'est du thé, voilà. Donc je me m'ébouillante en direct, sous vos yeux étonnés. Et donc, Rue involontaire de Kristianowski, la première partie, ce sont des lettres écrites par une sorte d'excentrique qui décide d'écrire à des gens qui n'existent pas ou à des gens qui ne peuvent pas le lire. Et il y a plusieurs petits fragments qui relient les deux parties principales du livre. La deuxième partie, c'est l'histoire d'un feutre gris, ça s'appelle le feutre gris, et c'est une histoire un petit peu dans la veine des contes fantastiques de Gogol. C'est un feutre gris, un chapeau, qui finit par intégrer comment dire, le sentiment d'aquabonisme. Et donc il y a une idée qui s'appelle aquabon, en un seul mot, et qui saute en fait d'un crâne à l'autre à travers ce chapeau, et en fait qui pousse en fait tous les propriétaires du chapeau au suicide. Et donc en fait c'est une sorte de malédiction, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de propriétaires de ce chapeau qui se suicident les uns après les autres, donc une sorte d'humour noir dans ce conte fantastique, tout à fait étonnant. Et puis le lien un petit peu entre ces deux parties, entre les lettres et le conte fantastique, c'est la clepsydre, légende moscovite. C'est l'histoire en fait d'un alcoolique qui invente une sorte d'horloge parlante à vodka, c'est-à-dire qu'en fait, par un système de clepsydre, il réussit à développer un système au moyen duquel il donne l'heure en fonction de son état d'ébriété. Donc voilà, ça veut dire que... Et du coup, il se fait employer en fait notamment par une société, parce que il est en mesure, en fonction de son état d'ébriété, de dire à quelle heure il est, et puis surtout quand il s'effondre dans une sorte de coma éthylique, c'est qu'il est 4h de l'après-midi et que les employés peuvent rentrer chez eux. Voilà. Donc c'est très russe, hein, oserais-je dire, si j'avais pas peur du cliché. Donc voilà, Rue involontaire de Sigismund Kristianowski, Verdier le livre. Lu tout récemment aussi, pendant les vacances en fait, La peau dure de Raymond Guérin. Ça c'est un livre, qui vient d'être réédité par les éditions, que je dise pas de bêtises, Finitude. Finitude qui a republié progressivement une grande partie des textes devenus introuvables de Raymond Guérin. Et donc c'est un livre qui a été publié à Bruxelles en 1948 pour sa première édition et qui vient donc d'être republié aux éditions Finitude. C'est un texte très bref mais très prenant en fait. C'est l'histoire à trois voix en fait de trois sœurs, hein, Clara, Jacotte et Louison. Je vais mettre de la 4e couverture parce que j'avais déjà oublié leur nom. Et en fait ce sont trois femmes autour de la Seconde Guerre mondiale. En fait la plupart des événements se passent juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale, et ça parle d'avortement illégal, de conditions ouvrières, de domesticité, de relations entre les bourgeois et les prolétaires. Donc c'est un texte qui, je pense, hein, pourrait être claimed by, qui pourrait être revendiqué par la littérature prolétarienne aussi, mais c'est un texte qui est d'une grande subtilité d'écriture aussi, et d'une grande force en fait dans le portrait de ces femmes. Donc à l'occasion de la lecture de La peau dure de Raymond Guérin, je me suis replongé brièvement, j'ai refeuilleté un autre livre. Alors, du coup lui je vais le ranger, mais je l'ai ressorti des étagères, donc je viens pas de le lire. Lui je l'ai lu il y a 3 ans je crois. C'est Les Poulpes de Raymond Guérin. Alors autant La peau dure est un livre très court, voilà, qui se lit en 2 heures comme ça, et qui est à la fois très court et très marquant. Les Poulpes, c'est très marquant, mais c'est une lecture de longue haleine, parce qu'il fait pas loin de 600 pages. Et cette édition des Poulpes de Raymond Guérin, je crois qu'on peut encore se la procurer. C'est chez un éditeur qui s'appelait Le Tout sur le Tout. Non pas Le Tout pour le Tout, mais Le Tout sur le Tout. Et c'était là encore une réédition de la première édition Gallimard, 1953.
C'est une réédition de 1983. Il y a un travail éditorial qui est très beau d'ailleurs, hein, c'est vraiment un très beau livre. Et Les Poulpes, en fait, c'est un livre sur les prisonniers de guerre, sur un groupe de prisonniers de guerre français pendant au début de la Seconde Guerre mondiale et tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, comment dire, ça narrativise ou ça fictionnalise une expérience qui est l'expérience, bien sûr, d'être dans les camps allemands. Alors pas les camps de concentration, mais les camps de prisonniers allemands. Et c'est un livre magnifique, en fait, aussi sur les relations entre hommes, sur l'homosexualité, sur la manière dont on vit difficilement l'hétérosexualité dans ces situations-là aussi, qui est à la fois la norme et qui est une sorte de norme impossible. Et il y a vraiment des figures, bon, il y a le biais du théâtre, de l'art qui est très présent, mais c'est un livre aussi là encore très fort sur le peuple et sur comment dire, la manière dont toutes les couches populaires, enfin toutes les couches de la population, toutes les classes sociales se retrouvent en quelque sorte amassées et obligées finalement de cohabiter comme elles n'en avaient pas nécessairement l'habitude en temps de paix ou comme on n'en avait pas eu l'habitude dans les années 30. Donc il y a un côté quand même comme ça, très, sociologiquement très fort dans Les Poulpes de Raymond Guérin. Et c'est un livre aussi qui a vraiment des bonheurs d'écriture absolument saisissants. C'est une sorte ce sont des poèmes en prose. Et les poèmes en prose, quand je dis ça, c'est pas du tout, il n'y a aucune gratuité derrière ça. C'est-à-dire que toute l'écriture, justement, transmet l'expérience carcérale, l'expérience de la privation de liberté, l'expérience de la vie entre dizaines et centaines de prisonniers qui ne pensent en fait qu'à s'évader ou qu'à raccourcir leur incarcération, leur emprisonnement. Et donc c'est ce que j'appelle ces poèmes en prose, par cette langue, que l'écoulement du temps, la lenteur de l'écoulement du temps, les relations humaines, le passage des saisons, le froid, enfin tout ça est transmis. Donc c'est vraiment un livre très très beau, et en fait il m'a été offert il y a 2 ou 3 ans. Je ne connaissais pas du tout Raymond Guérin, mais alors vraiment c'est un auteur méconnu, injustement méconnu, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, si vous aimez un texte un petit peu court et plutôt, on va dire, féministe, oui, d'un certain point de vue, qui traite aussi de questions vraiment féministes dès les années 40, vous irez vers La Peau dure. Et puis si vous avez un peu plus de temps devant vous, Les Poulpes, Raymond Guérin. Le seul livre en anglais de la pile, et lui ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je ne sais pas pourquoi il traîne encore sur mon bureau, sans doute parce que je comptais faire un peu quelque chose avec, peut-être professionnellement aussi, en traduction. J'ai dû l'utiliser dans les traductions sans filet. Alors ça, parmi les bonnes résolutions de 2018, il y aurait peut-être à reprendre les traductions sans filet, depuis le temps que je le dis. Voilà, c'est Joe Gould's Secret de Joseph Mitchell, sachant que les grands livres, quand je dis les grands livres, c'est-à-dire les livres long un petit peu de Joseph Mitchell, je les ai pas lus parce qu'ils sont à peu près, il est à peu près impossible en fait de se les procurer ou de les acheter, ils sont devenus introuvables en anglais. Ils sont disponibles en français, moi j'ai pas envie de le lire en français. Donc voilà, donc je m'étais un peu rabattu sur ce Joe Gould's Secret, qui est un livre tout à fait étonnant. J'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs, de le présenter dans les traductions sans filet, donc vous retrouverez ça sans difficulté. Mais c'est juste pour en lire un extrait, parce que j'ai encore rien lu, mais c'est pas bien. Où est-ce que c'est? Je sais que j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai rien préparé, mais j'ai juste refeuilleté ça vite fait. Voilà. Où est-ce que c'est? Alors là, c'est Joe Gould qui parle, hein. Donc cette espèce d'excentrique qui a vraiment existé, de vagabond, qui faisait croire qu'il avait écrit des milliers et des milliers de pages, et qui était une sorte de polygraphe un peu fou, voilà, et dont Joseph Mitchell dresse le portrait ici. Et donc voilà ce qu'il raconte. I loved my father, and I wanted him to think well of me. But I knew from the time I was a little boy, and fainted at the sight of blood when I happened to see our cook wring the neck of a chicken, that I was going to be a disappointment to him, because I really couldn't stand the idea of being a doctor. I kept it to myself, but that was the last thing in the world I wanted to be. Not that I had anything else in mind. The truth is, I wasn't much good at anything, at home or at school or at play. To begin with, I was undersized. I was a runt, a shrimp, a peanut, a half-pint, a tadpole. My nickname, when anybody thought to use it, was Pee-wee. Also, I was what my father called a catarrhal child. My nose ran constantly.
Usually, when I was supposed to be paying attention to something, I was busy blowing my nose. Also, I was just generally inept. Not long ago, looking up something in the unabridged dictionary, I came across a word that sums up the way I was then, and for that matter, the way I am now. Ambisinistrous, or left-handed in both hands. My father didn't know what to make of me, and I sometimes caught him looking at me with a thoughtful expression on his face. Et là, tout dans la langue, dans le rapport à la langue, dans le rapport au souvenir d'enfance, est vraiment beau, enfin, dans la manière dont il se décrit comme un avorton, comme quelqu'un qui ne sert à rien, qui est maladroit des deux mains, enfin voilà, et donc là, tout vraiment, c'est une sorte de condensé un petit peu de ce qui se présente dans ce livre-là. Lu tout récemment, au mois de décembre, édite de la Héronnière aux éditions Nous, je ne sais jamais comment il faut dire, voilà. Édite de la Héronnière du volcan au chaos, journal sicilien. Alors on ne sait pas trop quand c'était, c'est une réédition en plus. Ils viennent de republier en 2017 ce livre qui avait déjà paru, mais c'est pas très précis. Alors c'était un livre qui vraiment est, enfin, moi je suis jamais allé en Sicile, mais c'est un livre qui est plutôt sur le versant, on va dire, personnel, artistique, des impressions de voyage, mais qui quand même croise en creux, mais de manière peut-être encore plus frappante que si c'était vraiment très sociologisant, un certain nombre de caractéristiques liées bien sûr à la mafia, mais liées aussi à la pauvreté, liées à la déshérence et à la désertification des petites villes et des campagnes en Sicile. Et donc c'est vraiment un très beau... c'est vraiment un très beau livre. Voilà, donc je vous recommande la lecture, et le mieux est sans doute d'en lire un extrait, après avoir repris une gorgée de mon thé. Voilà. Puisque nous n'en avons plus pour longtemps, eh bien chantons notre fin de la plus belle manière qui soit. Et cela donne la vie splendide, triomphante, renaissant de ses cendres dans une apothéose de pierre dorée, dont les rythmes accompagnent la danse lente, dont chaque colonne marque une rime et chaque façade une strophe. Cela donne cette ville inoubliable, architecture devenue danse. Mais après tout, la danse est bien le premier de tous les arts, celui d'avant les signes, et le dernier, celui qui vient à l'homme après que les cataclysmes aient mis bas ses efforts. Il en existe une qui s'appelle justement la Siciliane. Vivaldi, Pergolèse, Bizet en ont composé. Le rythme modéré, la douceur un peu triste de cette danse est le thème du troisième mouvement de la première sonate pour violon seul de Bach. Je ferai remarquer au passage quelque chose que je crois ne pas avoir remarqué à première lecture dans ce livre-là, quand j'avais repéré quelques pages, c'est un après que plus subjonctif. Donc quand je dis aux étudiants que maintenant tout le monde dit après que plus subjonctif et que même très souvent ça s'écrit et que donc c'est à peu près impossible de sanctionner un après que plus subjonctif dans une copie. Un autre exemple, mais c'était pas du tout pour ça que j'avais choisi ce passage. Deux livres de Roy Jacobsen lus cet été. On est allé en Norvège, donc bon voilà, moi j'essaie toujours de... Ça n'a rien à voir en fait avec l'intérêt, enfin ça n'a rien à voir avec la préparation du voyage, etc. Mais ce sont des résonances indirectes aussi avec les voyages. Mais c'est aussi surtout l'occasion de voyager en bibliothèque et puis d'élargir un peu ses horizons, de se dire, en cherchant, par exemple, c'est vrai que Roy Jacobsen, moi j'en avais jamais entendu parler, écrivain norvégien contemporain, traduit du norvégien dans les deux cas, pour pas oublier de dire le nom du traducteur, parce que jusqu'à présent j'ai parlé soit d'un livre anglais, celui de Joseph Mitchell, soit de livres français écrits en français, si je ne m'abuse, j'ai pas fait d'erreur, pas dit de bêtises, non. Raymond Guérin, il écrivait en français. Ah non, j'ai pas cité, non, erreur, pour Krichanowski, j'ai pas cité le nom de la traductrice, Catherine Perel, voilà, donc j'oublie pas les traducteurs. Donc je reviens à Roy Jacobsen, écrivain norvégien contemporain. Les deux romans que je vous présente ici et que j'ai lus et que je vais pouvoir ranger sur mes étagères ont été traduits du norvégien par Alain Gnedig. Voilà, c'est dit. Et Le Prodige, c'est une sorte de roman d'initiation qui est pas mal. En fait, tiens, je pourrais faire ça. Je sais pas si on m'entend encore, parce que peut-être que ça fait écran à la voix, je sais pas. C'est pas que j'ai envie qu'on voit ma gueule, mais enfin bon, c'est comme ça. Le Prodige, c'est une sorte de roman d'initiation, c'est le deuxième que j'ai lu, j'avais lu Les Invisibles d'abord.
c'est pas mal en fait, c'est un assez beau roman d'initiation qui se passe un enfant d'une famille monoparentale, comme on dirait maintenant, élevé par sa mère, etc. Bon, dans un milieu social un peu compliqué, très pauvre en fait, il est à la limite lui de verser dans la délinquance à plusieurs reprises, mais il y a des très très belles pages, notamment sur les vacances, puisqu'il va en vacances sur une île complètement coupée, enfin une île qui est tout près en fait d'Oslo, mais qui est un peu coupée du monde. Il y a juste plein de vacanciers, et puis il y a une sorte il y a des règles un petit peu particulières à cette île. L'autre, alors lui pour le coup est totalement insulaire. Les Invisibles, c'est un livre peut-être plus, je sais pas, fidèle à l'idée qu'on se fait de la littérature nordique, les grands espaces, la nature sauvage, les hommes au milieu des éléments. Donc c'est peut-être un petit peu plus dans le cliché que l'autre de ce point de vue-là, mais c'est un livre que moi je trouve beaucoup plus beau dans son écriture tout simplement. Et en fait c'est je vais lire la 4e de couverture, je pense que ça sera aussi simple. Les Invisibles est un roman sur une famille et des enfants forcés de grandir vite face aux éléments, face à une vie réglée par les besoins les plus simples. C'est un roman sur la fatalité, sur les ressources que les hommes déploient face à la rudesse du monde. Et en fait, ce qui est très beau dedans, c'est l'écriture. Je pense que le traducteur a vraiment fait du beau travail, Alain Gnedig, donc le traducteur, hein, parce que c'est vraiment, il y a un côté un peu Giono, je sais pas, ça m'a fait penser un petit peu aux Giono ruraux, regains, collines, enfin il y a quelque chose comme ça, mais sur des îles qui sont bien sûr balayées plus par les blizzards que baignées par le soleil de Provence, bien sûr. Et donc il y a tout un rapport bien sûr à la pêche, aux outils de la pêche, au travail, dans les relations interpersonnelles, puis il y a ce côté très clos, en vase clos, puisque les communications avec le continent sont très rares, enfin sont très rares. Mais il y a vraiment des très belles pages. Ici, je vais peut-être lire un passage du chapitre 33. Les doigts d'Ingrid étaient comme des griffes. Elle essaya de les déplier. Elle comprit qui étaient ces gens, sa mère et Barbro, son grand-père. Le petit garçon était Lars, et un inconnu. Puis une femme, inconnue elle aussi, fit son apparition. Les autres se tournèrent et lui sourirent, elle leur donna des petites tasses blanches, les remplit avec une cafetière, ils burent et parlèrent, et Ingrid reconnut Stangolmen. L'inconnu était Thomas, la femme était Inga. Ingrid n'était venue que 5 ou 6 fois, mais il s'était souvent fait bonjour de la main, et quand elle leva les yeux, elle distingua Breuil au loin. Elle était du mauvais côté de la mer, ce qui était mal. Elle parvint à desserrer ses griffes et à voir que ses doigts étaient rouges et écorchés. Elle baissa les yeux sur les genoux qui dépassaient sous l'ourlet de la chemise de nuit, et vit le mince filet de sang qui coulait sur la rotule, le tibia, puis un autre filet qui descendait derrière l'autre genou. Elle ouvrit la bouche pour pousser un cri et n'entendit pas un bruit. Là-bas, sur la feuille verte, tout le monde se figea et regarda dans sa direction. Elle vit sa mère qui ouvrit la bouche, la referma et se mit à courir vers elle. Ce qui était bien, ils rentrèrent ensemble. Maria et Ingrid dans le canot à 4 avirons, Barbro et Lars dans la prame avec chacun un aviron. Martin était à l'arrière, il se moquait d'eux, pointait tout ce qu'il faisait mal, disait qu'il ne savait pas ramer. C'était le calme plat avec une houle lente. On était en octobre, ils firent la course. Sa mère lui avait expliqué ce qu'était ce sang. Ingrid comprit qu'elle ne devait pas ramer plus fort qu'elle. Lars et Barbro arrivèrent les premiers. Lars poussa des cris de joie. Voilà les premières règles, mais racontées au milieu justement d'une situation de travail dans la ferme. C'est un très beau livre. Bon, voilà, donc Roy Jacobsen, je recommande les deux avant de le ranger. Et puisqu'il me reste très peu de temps, je finis par le dernier livre en disant que j'ai un petit peu triché. Parce que lui, donc vous voyez, on a fait un trajet rétro-chronologique de 2 livres que j'ai lus là ces 3 derniers jours, à des livres que j'avais lus cet été et que j'avais toujours pas rangés, les livres de Roy Jacobsen. Et là, en fait, le dernier, c'est parce qu'il est plus gros, qu'il était en dessous, mais en fait, je l'ai consulté justement ce week-end, en début de semaine, parce que comme je viens de lire Le Trac et Pâtre de Jean Rollin, donc la boucle est bouclée, j'en reviens au premier livre mentionné, je suis allé revérifier 2-3 petites choses dans mon atlas des oiseaux de France métropolitaine, et donc j'ai vérifié un certain nombre de choses, et comme je suis en train de lire un livre dont je parlerai une autre fois, probablement, parce que quand je l'aurai fini, il faudra bien le ranger, un livre de Fabienne Raffos qui s'appelle Parce que l'oiseau, son tout dernier livre, publié chez Corti,
Eh bien, j'ai vérifié un certain nombre de choses, puisque là, elle parle aussi beaucoup des pie-grièches. Voilà. C'est pour dire que les livres, c'est pas seulement des romans, c'est pas seulement la littérature, c'est aussi des gros usuels d'ornithologie, et ça, c'est une merveille absolue. Vous voyez, la carte de la locustelle tachetée, ça, c'est magnifique. Et on va se quitter là-dessus. Hein, vous voyez, orange, rouge et jaune, c'est les présences certaines ou plus aléatoires. Ici, de la locustelle tachetée, j'ai pris